La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À 12 ans, j'ai fait l'horrible erreur de me confier au psychologue de mon collège. Quand j'avais 12 ans, j'en étais arrivé à la conclusion que tout le monde dans ce monde, y compris ma propre famille, était contre moi. Je n'ai jamais été un enfant à problème, mais mes parents me traitaient comme si je l'étais. Par exemple, je devais être rentré à la maison tous les jours à 17h pile. Cela limitait énormément mon temps pour jouer dehors. Je n'avais pas le droit d'inviter des amis à la maison ni d'aller jouer chez eux. Je devais faire mes devoirs immédiatement après être rentré de l'école, peu importe le temps que cela prenait. Mes parents refusaient de m'acheter des jeux vidéo et m'obligeaient à lire des livres, puis à écrire un compte-rendu pour prouver que je les avais vraiment lus. Même si toutes ces règles étaient très frustrantes pour l'enfant que j'étais, ce n'est pas ce qui me faisait le plus mal. Ce qui me blessait vraiment, c'était le manque total de compassion de mes parents. Ma mère était une femme amère qui me faisait toujours me sentir coupable pour le moindre accident ou la plus petite erreur. Mon père, lui, ne connaissait qu'une seule émotion, la frustration. Il ne me parlait que pour me hurler dessus quand j'avais de mauvaises notes ou pour me frapper quand je faisais une bêtise. Mais assez parlé d'eux. Parlons plutôt du psychologue de mon collège. Pour préserver son anonymat, appelons-le le docteur Tanner. Comme dans la plupart des collèges, un psychologue était présent sur le campus pendant les heures de cours pour aider les élèves ayant besoin de soutien émotionnel, scolaire, social ou comportemental. Honnêtement, je n'ai jamais vu un seul élève parler avec le docteur Tanner. Chaque jour, en allant à la cantine, je passais devant son bureau et jetais un coup d'œil par la petite fenêtre de la porte. Il était toujours seul, en train de faire de la paperasse. Je me disais que la plupart des élèves avaient trop peur de parler de leurs problèmes à un adulte pratiquement inconnu. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu 3 semaines pour rassembler assez de courage et entrer dans son bureau. Le 2 mars 1993, j'ai finalement décidé de lui parler de mes problèmes. Pendant la pause déjeuner, je me suis arrêté devant la porte de son bureau et j'ai frappé. À travers la vitre, je l'ai vu lever la tête, sourire et me faire signe d'entrer. C'est ce que j'ai fait. Il m'a accueilli en se présentant et en me demandant mon prénom. Le docteur Tanner parlait d'une voix douce et semblait rayonner de gentillesse. En moins de 30 minutes, je lui ai raconté en vrac à quel point mes parents étaient méchants avec moi et à quel point j'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient pas du tout. Au bout d'un moment, ma voix s'est mise à trembler et je me suis arrêté de parler. Le psychologue m'avait écouté patiemment, les bras croisés, la tête hochant doucement. Je m'attendais presque à ce qu'il me dise que tout ce que je venais de dire était faux et que mes parents m'aimaient profondément, ce genre de discours, quoi. Mais il n'a rien fait de tout ça. Le docteur Tanner s'est penché vers moi avec un large sourire et a dit « Tu sais, je suis le meilleur psychologue scolaire du monde. Je te promets qu'on va arranger tout ça. » J'ai levé les yeux au ciel. « D'accord, mais comment ?» ai-je demandé. « J'ai mes méthodes. Je suis un homme de parole. Je te promets que d'ici d'1 mois, la relation entre toi et tes parents aura changé pour le mieux. Définitivement. » Après une courte pause, il a ajouté « Mais j'ai besoin que tu me fasses une promesse. Tu dois me promettre de revenir dans mon bureau demain après l'école et de ne dire à personne que nous avons eu cette conversation aujourd'hui. Ce sera notre petit secret. » J'ai promis. Le lendemain,
Je suis retourné voir le docteur Tanner après les cours. Il était environ 16 heures quand je suis entré dans son bureau. Après m'avoir chaleureusement accueilli, il m'a de nouveau demandé de m'asseoir en face de son bureau. En m'asseyant, je l'ai regardé fermer les stores de la petite fenêtre de la porte. « Voilà !» a-t-il souri. « Maintenant, nous avons toute l'intimité dont nous avons besoin. » Nous avons commencé à parler de mes goûts, de mes centres d'intérêt, de mes matières préférées, des professeurs que je détestais, de ce genre de choses. Environ 1 heure plus tard, le docteur Tanner m'a proposé un soda. J'ai accepté avec plaisir, puisque mes parents ne m'autorisaient jamais à boire ce genre de boisson gazeuse. Le docteur Tanner s'est penché vers son mini-frigo, a fouillé un peu, puis a posé 2 canettes déjà ouvertes sur son bureau. Ensuite, nous avons continué à discuter de ma vie. Mais peu de temps après, je me suis évanoui à cause de la drogue que le docteur Tanner avait mise dans ma boisson. Il m'a fallu un moment pour que ma vision floue s'éclaircisse à mon réveil, et quand ce fut le cas, je ne savais absolument pas quoi penser. J'étais menotté à un lit, et ma bouche était scellée avec du ruban adhésif. J'ai immédiatement paniqué, me débattant et tirant sur les menottes. Mais j'ai vite abandonné. Mon regard s'est posé sur la pièce et mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Des posters de super-héros étaient accrochés au mur et des photos de sportifs célèbres trônaient sur des étagères. Au centre de la pièce se trouvait une vieille télévision et une Super Nintendo, avec plusieurs cartouches empilées à côté. Je ne savais pas quoi penser. J'étais dans une pièce remplie d'objets dont la plupart des enfants auraient rêvé. J'aurais absolument pleuré de joie si je n'avais pas été menotté à un cadre de lit. Mon estomac s'est de nouveau noué quand la porte s'est ouverte et que le docteur Tanner est entré. Il s'est assis sur le bord du lit. « Écoute-moi bien, » a-t-il dit. « Rappelle-toi que je suis là pour t'aider et que je ne te ferai jamais de mal, d'accord ?» Il a doucement retiré le ruban de ma bouche, puis les menottes de mes poignets. Mon premier réflexe a été de me mettre à pleurer, mais quelque chose chez le docteur Tanner me faisait me sentir en sécurité. Il m'a souri. « Tu vas rester ici pendant un moment, » a-t-il continué. « Et pendant ce temps, tu as le droit de jouer avec tous les jouets de cette pièce quand je suis à la maison. Mais quand je partirai travailler, je devrai menotter l'une de tes mains au lit. Tu pourras quand même regarder la télévision, mais je veux que tu regardes uniquement les chaînes d'information quand je ne serai pas là. » Je suis resté silencieux, essayant encore de comprendre ce qu'il venait de me dire. « Allez !» s'est-il exclamé en me tapant sur le genou. « Amuse-toi bien, je reviens pour le dîner. » Il s'est levé, a traversé la pièce, a appuyé sur le bouton d'allumage de la télévision, puis a verrouillé la porte derrière lui. Plusieurs minutes ont passé avant que je comprenne qu'il ne plaisantait pas. Il ne me restait plus qu'à allumer la Nintendo et jouer à Mario jusqu'à la tombée de la nuit. Vers 19h, le docteur Tanner est revenu avec 2 assiettes de purée et de nuggets au poulet. J'ai enfin trouvé le courage de lui demander combien de temps j'allais rester dans cette pièce. « Environ 1 mois, » a-t-il répondu. « Ou peut-être quelques semaines de plus. J'ai juste un peu de travail à faire. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la main du docteur Tanner me tapotant la tête. « mon grand, tu n'es pas obligé de te lever tout de suite, mais je dois te remettre ça. » a-t-il chuchoté en refermant la menotte froide autour de mon poignet. Je l'ai regardé. Il portait une chemise, un pantalon élégant, un manteau sur l'épaule et une mallette à la main. Il avait exactement l'air de qui il était quand je le voyais à l'école. Avant de partir, il a posé la télécommande près de moi et m'a dit d'allumer la télévision et de regarder les informations. La première chose que j'ai vue en allumant la télé était une édition spéciale. Un policier à l'allure importante se tenait derrière un pupitre entouré de journalistes. J'ai commencé à regarder en plein milieu de son discours. Une alerte d'enlèvement a été déclenchée à l'échelle de l'État ce matin. Plusieurs enquêteurs travaillent actuellement à identifier le ou les ravisseurs, mais pour le moment,
nous disposons de très peu d'éléments. Les membres de l'établissement indiquent que le garçon a été vu pour la dernière fois vers 4 ou 5 heures de l'après-midi. J'ai commencé à me sentir mal quand une photo de moi est apparue à l'écran. C'était ma photo de l'annuaire scolaire de l'année précédente. Des bandeaux indiquaient mon nom, mon âge, mon collège et ma ville. Au-dessus de la photo défilaient les titres « Le FBI lance les recherches. Suspect inconnu. Disparition ou fugue possible. » Les images en direct ont continué et 2 personnes que j'ai immédiatement reconnues, ma mère et mon père, se sont avancées vers le pupitre. Leurs yeux étaient rouges. Ma mère pleurait en tenant le micro, balbutiant des phrases comme « S'il vous plaît, rendez-moi mon bébé. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, mon bébé, rentre à la maison. » Je n'ai jamais vu autant d'émotion chez ma mère. Quand mon père a pris la parole, je m'attendais presque à ce qu'il soit froid et distant, mais lui aussi pleurait. Il suppliait le monde entier de ramener son fils sain et sauf, et à la fin il demandait pardon. Je sais que je n'ai pas été un bon père, mais bon sang, je donnerai tout pour l'avoir été. S'il vous plaît, ramenez-moi mon garçon. J'ai éteint la télévision peu après. Mes émotions étaient confuses. Je me sentais horrible pour ce que mes parents traversaient, mais en même temps, je ressentais un étrange soulagement. Je savais maintenant qu'ils m'aimaient. Près de 4 semaines se sont écoulées. Le docteur Tanner me traitait avec un respect absolu. Oui, il me laissait menotter au lit le matin et revenait l'après-midi pour déjeuner et dîner avec moi. Mais il discutait et jouait aussi. Jamais je n'aurais cru qu'il aurait été aussi fort au Monopoly et au Scrabble. Mais un matin, quand il est venu me réveiller avant de partir travailler, j'ai remarqué un air grave sur son visage. J'ai aussi réalisé qu'il était venu 3 heures plus tôt que d'habitude. « Tu dois regarder les informations aujourd'hui, sans exception. Je veux que tu laisses la télévision allumée toute la journée et que tu fasses très attention à ce qui est dit. » a-t-il déclaré d'une voix sombre. J'ai obéi et l'ai regardé quitter la pièce. Environ 2 heures plus tard, une édition spéciale a interrompu une publicité pour du dentifrice. Titre à l'écran « Reste humain découvert ». 2 hommes en costume ont commencé à parler. C'est avec un profond regret que nous devons annoncer une évolution tragique dans l'affaire de l'enfant disparu plus tôt ce mois-ci. L'un d'eux a baissé la tête pendant que l'autre feuilletait des documents. Des restes humains ont été retrouvés dans un sac poubelle sous un pont autoroutier. Le corps semble être celui d'un enfant, bien qu'il en reste très peu. Le corps a été décapité et en grande partie brûlé, réduit en cendres et en os. L'écran a montré une vue aérienne de l'autoroute avec des dizaines de voitures de police regroupées sous un immense pont. À l'intérieur du sac, la police a retrouvé une carte d'identité de collège. L'écran a affiché ma carte scolaire. Le plastique était partiellement fondu, mais mon nom et ma photo étaient encore visibles. Puis la caméra est revenue sur mes parents. Ma mère avait le visage figé de douleur. Mon père gardait la tête baissée. J'ai éteint la télévision. Le docteur Tanner est rentré très tard ce soir-là. Il s'est précipité dans la pièce, a retiré mes menottes et m'a mis une bouteille d'eau pétillante dans la main. Il a posé ses mains sur mes épaules et m'a souri. « Je t'avais fait une promesse, pas vrai ?» J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mes genoux. « Tu dois me faire une promesse encore une fois, » a-t-il murmuré. Il m'a dit que je devais boire toute la bouteille, que cela m'aiderait à dormir, et qu'à partir de maintenant, je ne devais jamais dire à qui que ce soit que je l'avais rencontré. J'ai promis. Je t'avais dit que j'étais le meilleur psychologue scolaire du monde, non ? Je me suis réveillé plus tard dans la nuit, allongé au milieu d'un parc, sous un ciel rempli d'étoiles. J'ai reconnu l'endroit. Il n'était pas loin de mon collège. Un peu plus loin, j'ai vu ma propre maison. Les lumières étaient éteintes, mais j'ai distingué mon père assis sur les marches de l'entrée. Je l'ai appelé timidement. Il a levé la tête
Puis quand il a compris que c'était moi, il s'est levé d'un bond et a couru vers moi, les bras ouverts et en criant mon nom. Ma mère est sortie de la maison juste derrière lui. Le docteur Tanner avait raison. Tout a changé entre ma famille et moi. Mes parents sourient plus souvent et me traitent avec amour. Je ne pourrais pas rêver d'une fin plus parfaite. De temps en temps, je vois le docteur Tanner dans les couloirs du collège, allant et venant de son bureau. Nous évitons presque toujours de nous regarder ou de nous parler, mais parfois, il m'adresse un clin d'œil et un petit sourire en coin. Je tiendrai toujours ma promesse et ferai comme si je ne l'avais jamais rencontré. Mais une question restera à jamais dans mon esprit. Qui donc le docteur Tanner a-t-il décapité et jeté du haut du pont ?